Même dans le futur, toute l'histoire de l'humanité se résume à on arrive sur une planète, on explore, on récupère les ressources et on se barre, grosso modo. Par contre, au moment où la planète est vivante, ça risque de pas sentir très bon pour le destin de l'humanité. Et ce Living Planet, c'est la boîte de jeu que j'ai entre les mains. Vous l'aurez reconnu, c'est Antoine qui est avec moi. Salutations Antoine. Salutations. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Living Planet sur la boîte. Mais c'est pour ça. Parce que c'est en pleine couverture, illustration full. Ouais. Ça roule. Living Planet, c'est un jeu de Christophe Bollinger. Vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler, forcément. La campagne de financement participatif en novembre 2017. Ouais. Il reste encore une vingtaine de jours. On est encore pendant le tournage. Hein, là, voilà, donc, au moment du tournage jusqu'à décembre. Jusqu'à mi-décembre. 14 ou 15. Voilà. Et c'est un jeu prévu pour 2018. Oui, Puisque septembre. le financement est réussi. Donc, vous aurez ce jeu de Christophe Bollinger. Là, vous voyez marqué Living Planet dessus. Ce sera le petit flyer qu'il y aura qui permettra d'identifier un petit peu tout ça. C'est illustré par Bertrand Benoît et Stéphane Gantier chez les Lumberjack Studios, dont Antoine est le représentant. 2 à 4 terraformeurs à partir de 14 ans et 60 minutes sur cette planète normalement. C'est ça. 60, 90 minutes, ça dépend. Oui, on est quand même dans un… C'est ce que tu disais un peu hors antenne, c'est le jeu pour l'instant le plus score joueur, on va dire, enfin en tout cas le plus ardu niveau règles que vous ayez édité chez le c'est le jeu, c'est le plus, ce qu'on dit, velu, souvent on parle de cet adjectif. C'est le jeu vraiment de gestion pure, et puis à la Bollinger quoi. Il y a un truc. Vous allez voir la patte. Non, mais c'est vrai, on aime ou on n'aime pas, mais il y en a beaucoup qui aiment, et nous aussi. Et la preuve. Et donc la preuve, et on a vraiment accroché, mais c'est pas du tout pareil à éditer. Ça roule. C'est une boîte prototypale, même si quasiment l'ensemble du matériel est définitif. Il y a peut-être 2-3 couleurs, des petits points de détail. Je vais mettre la boîte dans le devers de Trick Track. Donc, malgré tout, ça reste un prototype. On n'est quand même pas loin du produit fini. Et puis, on va tout à la fois expliquer le jeu et puis commencer à dire un petit peu les particularités. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui était prévu dès le départ. Mais il y a déjà des choses. Il y a déjà des choses qui à sont débloquer arrivées sur la campagne, donc je me permets de les montrer. Ben, tu fais bien. Il y a des choses qu'on a testées, que certains ont vues à Essen, mais qui sont dans la boîte là, qu'on ne montrera pas. Ben non, parce que c'est pas. Donc voilà. On ne sait pas mais si ce sera. on va essayer de les débloquer, quoi. On va essayer d'avancer encore plus sur la campagne. Mais quoi qu'il arrive, c'est un jeu là de base. On a un jeu qui me tourne vraiment bien, et puis on va y jouer de toute façon. Donc. Alors, grosso modo, c'est ce que je vous disais en introduction. On arrive sur une planète. Ça, c'est un des écrans. Et il y a de la ressource, et même certaines plus intéressantes que d'autres. Oui, ça dépend comment tu veux diriger ta partie en fait. Donc, il y en a certaines qui vont être plus intéressantes pour aller te diriger sur la planète. D'autres, en fonction de ta tactique, si tu vas jouer un peu plus sur la bourse, ça va être plus intéressant de la jouer. Voilà. Plusieurs stratégies. Bref, en tout cas, la planète, elle est vivante et elle se défend. Ouais, on va le découvrir au fur et à mesure de la partie. Enfin, on va en prendre plein les dents au fur et à mesure de la partie. Voilà, c'est ça. Mais en gros, le pitch, c'est on arrive sur un caillou, la Terre, on n'a plus aucune ressource de matière première, ou en tout cas, c'est la pénurie totale. Donc les cours sont montés exceptionnels. Donc, et on a décidé de partir chercher des planètes qui soient pas obligatoirement viables, mais partir chercher des ressources. Sur lesquelles il y a de la ressource. A trouvé du pétrole, du fer, on a trouvé de comment produire de l'électricité sur cette planète, mais on a découvert par exemple un métal spécial qu'on a appelé le vibranium, qui est pas un métal, un cristal de vibranium, et puis ce champignon qu'on appelle le mycélium, qui a des vertus médicinales, qu'on peut en faire aussi des drogues, on peut faire des choses. Et il y a tout un pitch autour de ça que Christophe a inventé, et on a 10 pages de background. Il n'y a que 10 lignes. Mais c'est génial, le jeu de rôle. Il a écrit une histoire, j'adore. On ne pouvait pas le mettre dans la campagne Kickstarter, mais c'est des choses qui apparaîtront peut-être un peu plus condensées quand même malgré tout dans le livre Drake, mais on va faire la part belle au background parce qu'il a vraiment imaginé. Comme Christophe le fait à chaque fois, il a un background, il crée un jeu avec, il faut qu'il ait un thème. Il est un peu rôliste, ce garçon. Voilà, c'est ça. Il raconte une histoire. C'est ça. Donc ça se joue jusqu'à 4, vous avez vu tout à l'heure les 4 paravents. Alors ces paravents, bien évidemment, derrière, on a l'ensemble des informations, des actions et tout, etc. Mais pour ça, on a Antoine pour le faire. Donc j'imagine qu'il vaut mieux que je te laisse la parole. Ouais. Tiens, allez. Et donc alors, on va commencer par expliquer en premier le plateau leader. C'est la chose… Ah, tu veux ton petit… Oui, c'est mon paravent. Et c'est celui-là, c'est le mien. C'est mon préféré. Je n'envahis pas ton espace. Alors déjà, on va présenter le matériel. Le matériel, c'est qu'on a des cartes planètes qu'on a en main.
Okay. D'accord, on va les appeler les cartes planètes. Ceci, ça va être les cartes commerce. Attends, bouge pas. Je montre les cartes planètes, c'est ce que j'avais en main. Voilà. Donc on récupère avec les faces dos. 2D. Voilà. Ok. Les cartes, tu as dit? Les cartes commerce. Les cartes commerce en tas pour l'instant avec tout plein de trucs derrière. Voilà, c'est ça. Ok. Commerce. Alors, cartes commerce qui vont reprendre chacune des ressources avec des bonus et des malus sur la bourse. D'accord. Donc en fait, ça, on en vient au plateau de bourse. Okay. Ici, ça c'est le stock de la planète. D'accord, le stock de ressources de la planète. Fini. Il n'y a que ça. On n'aura pas plus. On n'en a pas plus. Et qu'est-ce que je veux dire? Dépendant du autant nombre de joueurs ou pas? à 2 qu'à 3 ou à 4. D'accord, ok, c'est ça. Sur la planète. Ouais, Très bien. Ça. On est en train juste de faire un petit réglage sur le mycélium. Il peut y en avoir un peu plus, comme c'est quand même une ressource qui est quand même censée être en abondance sur la planète. Mais sachant que ça n'a pas obligatoirement d'impact sur le jeu, il faut voir. D'accord. Comme tout le monde se jette dessus, ça peut en avoir un impact. Ok. Pourquoi? Non, mais puisque tout le monde se jette dessus, s'il y en a plus, tout le monde en profitera un petit peu plus. C'est tout, mais ça sera pareil. Donc, mycélium, vibranium, fer, l'électricité et le pétrole. Ok. Donc, on a les icônes qui vont bien ici. Et les icônes qui vont bien ici, qui correspondent aux icônes qui sont là, et qui correspondent aux icônes qui sont sur les bâtiments de production. À savoir que ça, c'est le cours, il va pouvoir monter, descendre. Ça, à chaque tour, chaque fois qu'on aura fini un tour, celui qui jouera le leader, ça c'est le plateau leader, j'y viens juste après ce que je vais expliquer. À chaque tour, on va détruire ou sacrifier une ressource de la planète. D'accord. Plus la partie va avancer, plus la planète va se vider de ses ressources. Fluff, toujours Christophe Bollinger. Oui. Et en plus de ça, on va avoir un contour. Donc au bout de 10 ressources sacrifiées, la partie se termine. D'accord. À savoir, on ne peut pas supprimer de mycélium, comme c'est en abondance sur la planète. Et l'électricité, et on la produit grâce au vent. C'est difficile de supprimer le vent. Donc on ne pourra supprimer que le pétrole, le fer et le vibranium. On supprime parmi 3 ressources. Donc en plus de ça, on va vider vraiment 3 ressources spécifiquement. Il se passe un truc si jamais il n'y a plus cette ressource-là parce que les joueurs se sont jetés dessus. Alors ça, je vais y venir juste après. Alors c'est une très bonne question parce que c'est une des mécaniques du jeu qui est super importante. Je vais y revenir après, vous avoir expliqué les phases de… Ça roule. Phase de jeu. Les phases de jeu. Donc alors, à chaque tour, donc il va y avoir 12 tours et un tour, on va jouer tous les deux. Oui. D'accord. Mais chacun son tour, on va avoir le plateau leader. Donc, quand tu as le plateau leader, quelque chose comme ça, grosso modo, c'est ça. C'est que c'est moi qui suis C'est toi qui es leader. D'accord. Donc, le leader, lui, qu'est-ce qu'il va avoir à faire? C'est qu'en fait, chaque joueur, au début de son tour, va jouer une carte. À savoir que, moi, je vais jouer celle-ci. Les joueurs ici, modélisés artificiellement, vont jouer aussi une carte. Parce que les 4 doivent jouer puisque ça va impacter sur la planète. Ok. Donc, imaginons ici, il y a un 5, un 2, un 5 rouge, un 2 jaune, un 4 vert et un 6 bleu. Donc, je fais ce que me disent les cartes. Voilà. Joué par chaque joueur. Et maintenant, toi, en tant que leader, tu vas choisir dans quel ordre vont jouer les joueurs. Ah, d'accord. Et donc, tu peux très bien changer l'ordre des dés. Moi, premier, et voilà, toi, vert, tu seras dernier. Tiens, prends ça dans tes dents. Et voilà. Et bien voilà, tout simplement. Okay. Ça va avoir un impact à partir du moment où je vais vous expliquer sur les ressources, je vais vous expliquer sur le commerce, etc. Catastrophe. Tu vas vouloir construire un truc, récolter avant qu'un cataclysme te tombe sur le coin de visage. À savoir que tu vois le futur que sur 3 cases. Après, quand on repasse au prochain leader, le futur, à savoir que change, mais une fois qu'une carte a été jouée, elle est défaussée. Donc, par exemple, là, le 6 vert ne retombera pas avant X tours. Les 5 prochains tours, parce qu'après 6 cartes jouées, tu les récupères et on fait les 12 tours, 2 fois 6 cartes. D'accord. Tout simplement. Ok. Donc ça, c'est le leader et chacun son tour. Chacun son tour, ça compte aussi. À 2, tu vas le jouer beaucoup plus souvent qu'à 3, qu'à 4. Mais à chaque fois que tu es leader, tu peux jouer le pouvoir qui est sur une carte. Donc moi, en tant que joueur qui n'est pas leader, je vais jouer la carte, mais en sachant que je ne vais pas pouvoir jouer le pouvoir et que je ne pourrai pas le rejouer avant d'avoir récupéré toutes mes cartes. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc faire attention à ce que tu joues quand tu es leader, mais aussi ce que tu sacrifies quand tu n'es pas leader. D'accord. Ok. Et c'est encore plus important quand tu joues à 3 ou à 4 parce que tu le joues que très rarement. Ouais, ton pouvoir devient encore plus important. Voilà. Enfin, le pouvoir que tu vas choisir. Ok. Donc, le leader choisit l'ordre du tour après que chacun de nous ayons choisi une carte. C'est ça. Ok. Il place les dés avec la bonne valeur et puis dans l'ordre de son choix pour des raisons qu'on ne comprend pas encore mais qui vont venir. Ouais. Et puis après, en gros, il fait son tour.
Et ensuite, après le deuxième, et ensuite le troisième, et ensuite le quatrième. Une fois qu'il a fini son tour de leader, il passe le plateau. Ah oui, non, on sacrifie. Il sacrifie, Une ressource. C'est le leader qui choisit. Et c'est le leader qui choisit. Ok. Et ensuite, il passe le plateau. Bon, on sait jouer. Maintenant, on va passer aux détails. C'est ça. Alors, je repose tout ça, dis-moi. Simplement, il va y avoir, chaque fois qu'un joueur va jouer, on va descendre le dé et on va produire des ressources dans toutes les usines qui auront été construites avant, qui auront une valeur de 6. Alors, à savoir que c'est un proto, les tuiles seront plus grosses, pas les tuiles seront la même taille, mais les dés seront plus gros. D'accord. C'est important parce que là tout de suite, on va pas voir grand-chose. On le voit moins. Voilà, c'est ça. Tiens. Alors imaginons là. J'ai pris un 5. Non, voilà, ça y est, pouf. Voilà. Et donc tu as pris un 6. Sur le 6, tu vas produire de l'électricité. Sur celle-ci, c'est de l'électricité. Donc tu vas prendre une électricité que tu vas mettre derrière ton paravent. Tiens, vas-y, je prends. Je le donne. Hop, une électricité. Voilà, une électricité. En sachant que, juste dis-moi si je me trompe, j'ai marqué quelque chose quelque part que c'était à moi. Et voilà, mais quand je vais venir aux actions qui est juste après, je vais vous expliquer comment on va comprendre. Ok, donc la production, c'est un petit peu, si tu me permets, un peu comme Catan, entre guillemets, il y a des numéros sur les usines de fabrication et le numéro, quelle que soit la couleur, lance la production de tous les 6. Exactement, et surtout chez tout le monde. Oui, chez tout. C'est ça, c'est vraiment à la Catan. C'est ton dé, mais tout le monde produit sur un 6. Sur un 6. Là, avec 2 6 sur le plateau de leader, ces usines vont produire 2 fois dans le tour. Exactement. Okay. Et là, dans l'idée, ce que toi, tu aurais pu faire, c'était… alors, si un autre joueur avait eu le plateau de leader, il aurait placé le 6 derrière, il aurait produit une usine sur 6, et dans le même tour, il était certain de produire 2 fois. Ah oui, il produit 2 fois tu vois, derrière. Tactiquement parlant, le plateau de leader est super important. Tu vois ce que je veux dire? Ok, très bien. D'où l'ordre important. C'est pareil, tu vas avoir envie de faire une action et quand on va descendre en bas, je vais t'expliquer, tu vas comprendre que le cataclysme, tu veux qu'il arrive parfois après ou parfois avant. Histoire de te libérer un slot pour aller chercher. La planète se défend. Donc ça, c'est la production. Donc il y a 2 types de production, c'est production des usines et le deuxième type de production, ça va être pas une production, mais ça va être la possibilité de faire entrer une unité scientifique. Les unités scientifiques, c'est nos petits bonhommes. C'est les scientifiques à pied, les petits bonhommes. Et tu as les unités scientifiques mobiles ici. Sur un 6, en payant un mycélium que tu auras au préalable tenté de récolter ou acheter, d'accord, tu le payes, tu peux faire rentrer une unité scientifique. D'accord. Donc ça te coûte un mycélium. Ça te coûte un mycélium. Et si tu veux faire rentrer une voiture, ça te coûte un pétrole. D'accord. Voilà. Ok. Ça, c'est sur un 6, sur la ressource. Toutes les autres valeurs vont récolter ici, sur les bâtiments qu'on aura construits. Ensuite, tu as 2 actions. Et donc… Engrenage x2. Les 2 actions. Tu as la première action, c'est exploration. Exploration. Vous piochez X hexagones, X étant la valeur de la couleur de votre dé. Donc moi, c'est des bleus. Donc là, je pioche 6 tuiles. Voilà. Si je fais l'exploration, j'en choisis une, je le place à bord avec un hexagone où il y a un ingénieur ou un véhicule, puisque c'est lui qui explore. C'est ça. Et je place l'ingénieur ou le véhicule sur le nouvel hexagone. Exactement. Classique. Ok, pour l'exploration, grand classique. It's good. Mouvement. Donc j'imagine que là, il faut imaginer qu'il y ait des… il y a de la tuile partout. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu as déjà… Imaginons, c'est toi qui t'es déplacé. Vas-y, prends un de mes bonhommes. Et le mouvement, en fait, tu vas pouvoir bouger jusqu'à 6. C'est la valeur de ton dé. Oh la vache. 6 étant X, d'accord, sur la règle. Donc, en fait, ici, et le truc ici, c'est mouvement, c'est sur X. Donc là, tu as le droit de bouger jusqu'à 6. Mais jusqu'à 6 avec 2 variables. Le petit bonhomme, l'ingénieur, voilà, c'est ça. L'ingénieur bouge de 1, sachant que les voitures, les unités scientifiques mobiles peuvent bouger d'autant qu'ils veulent, mais dans la limite de la valeur de ton dé. Donc imaginons que tu as un 6, on a d'autres tuiles. Voilà, normalement elles doivent fitter avec le… Oui, tu vas nous expliquer ça après. Ouais, et imaginons, tu as ça. Tu as une voiture qui est là avec 2 scientifiques, imaginons, et tu veux les bouger. Tu as 6, tu as le droit de faire 1, donc maximum 1 avec ton personnage à pied. 2 et 1, 2, 3. Voilà. Si 3 tu veux, plus 2, ça fait 5. Ça fait 5, tu es dans la limite des 6. Un mouvement à 6, c'est un peu bête parce que tu as rarement besoin de bouger aussi loin. D'accord. Les mouvements, tactiquement, on les utilise souvent entre 3 et 4, grand maximum. Okay. Si tu veux faire un grand mouvement déjà. Là, dis-moi si c'est trop loin, je vois qu'il y a une couleur bleue. Alors ça, c'est là où tu vas commencer à rentrer dedans. Oui, voilà, c'est ça. En fait, quand tu bouges, s'il y a d'autres bâtiments qui sont sur le jeu, en fait, quand tu arrives sur une tuile, tu as le droit de rentrer dans un bâtiment qui t'appartient.
Et ça coûte gratuitement. Ah non, gratuitement. Gratuitement. Ou alors dans un bâtiment qui ne t'appartient pas mais qui est libre. Donc, il n'y a pas de bonhomme dedans. Il n'y a pas de bonhomme dedans. Et donc quand je vais venir à la construction juste après, à ce moment-là, je vous expliquerai comment on va posséder un bâtiment. Mais un bâtiment qui est libre, ensuite, après, on peut produire avec. On peut produire avec. Donc voilà. Mais on a un personnage dedans. Donc voilà, donc on peut bouger sur des tuiles où il y a du monde, c'est pas des pénalités, etc. C'est vraiment on bouge de tuile en tuile. Il y a de la place et tout. Exactement. On se trifouille pas la tête. Un mouvement. Construction, c'est la troisième action possible. Donc la construction, il y a une valeur de 5. Donc quand on construit ici, et là sur ces bâtiments-là, 5. J'ai pas d'autres bâtiments qui coûtent plus cher, donc en gros c'est toujours 5 la valeur d'un bâtiment. D'accord. On paye 5. Donc là, c'est des pièces de Small World, mais c'est un proto, je précise. On paye 5 et on va construire son bâtiment sur la tuile sur laquelle on est présent. Donc imaginons tu es présent ici. En mobile ou à pied En mobile ou à pied, oui, peu importe. Tu es présent ici, tu veux construire une usine de fer, parce que tu as le logo, tu peux faire soit du fer, soit du vibranium, soit du pétrole, soit de l'électricité sur celle-ci. Alors elle est complète celle-ci, elles ne sont pas toutes aussi complètes. On le voit bien, là il n'y a que 2 types de ressources. Mais celle-là, c'est un peu plus pauvre. D'accord. Et donc tu décides, tu payes 5. Tu poses ton usine et donc tu poses un jeton d'automatisation. Et tu peux mettre ton scientifique dedans. Tout ça, tu as dit je peux. Tu peux. Ça, c'est je dois, l'automatisation. Tu dois le mettre si tu le payes. Ok. Si j'ai payé 5, je mets le module d'automatisation. Et puis c'est surtout que ça montre que sur la valeur 5, c'est à toi. Plus personne ne peut la prendre. Ok. Et il n'y a aucune règle qui fait qu'on pourra te la prendre sans qu'elle ait été au préalable détruite par un cataclysme ou quoi que ce soit. Donc tant qu'elle n'a pas été touchée, elle est à toi, elle reste à toi. D'accord. Même si tu t'en vas. Une construction t'appartient à partir du moment où tu as un jeton d'automatisation dessus. Elle va continuer à produire même si tu es parti autre part avec ton unité. D'accord. D'accord, que ce soit mobile ou scientifique. Mais là, du coup, est-ce que toi, tu peux venir dedans? Non, on est d'accord. Je ne peux pas. Ok. Elle t'appartient. Si un cataclysme, une construction, je vous expliquerai après sur la valeur cataclysme, mais elle ne t'appartient plus. C'est pour ça en fait. D'accord. Tu perds ton jeton d'automatisation, tu n'as pas le choix. Ok. D'accord. Les robots sont tout déglingués. Le prochain qui rentre, hop, il remet sa petite carte SIM et c'est reparti. C'est ça. Et je vais vous expliquer ensuite au moment du cataclysme le petit twist qu'il va y avoir entre le bonhomme et l'automate. Ok. Donc ça c'est la construction. Et on peut construire aussi, il y a 3 autres types de bâtiments. Un autre type de bâtiment en fait c'est les bâtiments de protection qui ont été débloqués sur la campagne. D'accord. Donc les bâtiments de protection, qu'est-ce que c'est? C'est des bâtiments qui vont permettre de protéger face au cataclysme. Donc au moment du cataclysme, je vais vous expliquer la règle de ces petits bâtiments. Gros bâtiments. D'accord. Mais petites tuiles. 5 aussi de toute façon. Donc là, c'est pareil. Voilà. On va voir la subvention. Alors, non, on va voir le commerce. Ah pardon. Le commerce. Ici. Okay. Donc le commerce, en fait, on va faire une action. C'est ça en fait dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Commerce. C'est ça. Donc voilà. Donc le commerce, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va décider d'acheter ou de revendre des ressources. Ok. D'accord. Donc quand on va acheter ou revendre des ressources, on va prendre une fois de plus la valeur du dé qui est sur le plateau leader. D'accord. On va piocher autant de cartes. Donc imaginons toi, tu as un 6, tu vas prendre 6 cartes. Vache, c'est bien 6. Alors 6 c'est beaucoup pour faire du commerce, c'est très bien. Vaut mieux faire du commerce avec beaucoup. Pourquoi? Parce que ces cartes-là, je vais te montrer. Ouais. Ces cartes-là, tu peux moduler le cours de la bourse d'une ressource une fois au moment où tu fais du commerce. Donc si tu as du fer ou du vibranium et que tu souhaites revendre une ressource, il est plus intéressant de monter cette valeur-là. Si tu as la chance de tomber sur une carte, tu as plus de chances de tomber sur cette valeur-là et monter tes ressources en piochant beaucoup. Et si tu veux faire chuter les ressources que les autres ont pris, c'est aussi une tactique à adopter. Donc tu peux faire chuter aussi le cours de la bourse. Et une fois que tu as fait ça, donc en gros, tu mets la carte que tu souhaites sur le dessus et tu poses sur la défausse le paquet. D'accord. Donc ici, imaginons ici, tu as baissé de 1 le pétrole. Tac. Tant pis. Ici, le pétrole ne vaut plus que 4 si tu veux acheter ou revendre. Et ensuite, tu peux revendre X ressources de la valeur de ton dé, le X toujours, dans une seule ressource. D'accord. Et tu vas modifier le cours. Si tu revends, bien sûr, ça veut dire qu'il y a moins de demande, donc la valeur va chuter. Donc imaginons que tu revends du fer, tu avais acheté du fer tout à l'heure. J'en vends 4. Alors que tu en vends 4, tu redescends toujours que de 1. D'accord. Peu importe le nombre de ressources que tu vends, ça ne modifie que de 1 là. Et si tu achètes, parce que tu en as besoin, genre du mycélium, tout le monde ne va pas aller en récolter. Mais on va en avoir besoin à un moment pour faire rentrer les scientifiques, pour se guérir aussi, je vous l'expliquerai. Et
Si tu avais acheté, tu aurais monté la valeur, D'accord. tout simplement. Ce que j'achète, je le prends dans la réserve. Dans la réserve. Et là, ça c'est limité, on l'a vu tout à l'heure. C'est ça. Ok. Donc ça, c'est le commerce. Ensuite, la subvention, tout simplement, tu prends de l'argent fait en fonction de la valeur de ton dé. Là, tu prendrais 6 pièces d'or. Ok. Dans le fleuve, Christophe l'a appelé les méga crédits. D'accord. 6 méga crédits. Prenez X méga crédits de la banque. Et alors, redistribution, on appelle ça destin ou face control. Tout simplement, c'est on prend ce jeton-là, tout de suite, il ne nous sert à rien. On le garde pour nous et ensuite, sur un de nos tours suivants, donc en gros, dès que quelqu'un passe leader, puisque finalement on a un tour par tour, même si on n'est pas leader, à partir du tour suivant, on peut l'utiliser pour modifier la valeur d'un dé. De n'importe qui? De toi. Ah, de toi. Ok. Pour modifier la valeur d'un dé de n'importe qui, tu as le pouvoir numéro 1 ici. Ah, tu sais, le mec il est au courant, d'accord. Voilà. Ok, donc je peux changer la valeur. Et c'est très important parce que, exemple, tu veux récolter, tu mets ton dé pour récolter en 4, tu es content de récolter en 4, mais après tu sais que ton 4, il va pouvoir aller faire péter une tuile, un cataclysme quelque part. Tu l'utilises ton face control et tu changes ton dé sur 4 et 4 bleus, tac, et ben ça va péter sur une tuile sur quelqu'un. Ouais, c'est là où on en arrive au cataclysme. Et là, on a fini les listes des actions, maintenant on arrive au cataclysme. Je reprends mon plateau leader qui était là, donc on vient de faire les 2 actions parmi toutes celles qu'on a vues, et là… Cataclysme. Cataboum. Et donc il y a des cataclysmes qui sont présents sur les tuiles. Oui. Alors ça, c'est un des trucs qui va changer, ça va grossir pour qu'on le voit mieux. D'accord. Comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai eu un différentiel entre mon écran de 27 pouces et puis la réduction physique. Et en fait, tu vois, puis même ça n'a pas été obligatoirement bien placé. Mais donc les cataclysmes, c'est ça? C'est ça. Et donc, savoir qu'il n'y a pas de cataclysme sur 6. Donc quand tu joues un 6, ça t'est ultra favorable personnellement pour toutes les actions que je viens d'énumérer, mais tu n'es pas obligatoirement, t'embêteras pas au grand nombre. Mais tu favorises tes actions. Il y a plus de cataclysmes en 1 qu'en 2, qu'en 3, qu'en 4. Donc sur un 1 jaune ou un 1 rouge, peut-être condition… Ah oui, pardon, un 2 bleu ou un 3 vert. J'avais pas vu. Celle-là, elle est violente. Eh bien, badaboum. Badaboum. Et là, ça aurait été que… Imagine, sur un 1 jaune, sur la map qu'on a construit là, il y aurait eu 2 cataclysmes. Un geyser et un tremblement de terre. Ah d'accord, donc tu as des geysers, des tremblements de terre et des tornades. Puis des tornades. Elle est bien ta planète, ça fait du bien. Je suis content d'être venu passer un petit moment de vacances. Et donc à chaque fois, et ensuite après, ainsi de suite, chaque joueur va jouer. Punaise, ça peut être jusqu'à 4, enfin non, même pas 4 cataclysmes. Il y a 4 phases de déclenchement de cataclysme. 4 phases de déclenchement de cataclysme par tour. Et pourquoi on dit qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la partie, il va y avoir de pire en pire? Parce que la map va s'étendre. Donc il y a de plus en plus de chances qu'il y ait des cataclysmes. Parce qu'on ne va pas rester comme des imbéciles avec 2 bâtiments. On va vouloir s'étendre, on va vouloir construire. C'est des questions au cas où. Je regardais, mais pour l'instant tout va bien. C'était des questions par rapport au chat dans le live, puisque nous sommes en live. Les cataclysmes sont donc de 3 ordres différents. Voilà, et je vais revenir au bâtiment de protection. D'accord. Et donc, comment on va se protéger des cataclysmes? Parce qu'il est possible de se protéger des cataclysmes maintenant. Avec les bâtiments. Avec ces bâtiments-là, en fait. Là, on comprend tout de suite les jetons. Parce que là, du coup, tu as un cataclysme qui t'évite les geysers. Enfin, non, un bâtiment en protection contre les geysers. Mais visiblement, il faut payer peut-être. Je vais vous expliquer juste après. Tremblement de terre, mais peut-être il faut payer. Et puis, les tornades, mais peut-être il faut payer. Voilà. Et en fait, à la construction, ça vaut le même prix. Ça vaut 5. Mais quand on va vouloir se protéger, par exemple, ici d'un geyser, d'un tremblement de terre ou d'une tornade, si on veut se protéger… si ça nous appartient, on peut les construire déjà n'importe où, peu importe le type de ressource. C'est un bâtiment, c'est plus une ressource. On s'en fiche de la ressource. Juste un site de location. Si on veut se protéger, imaginons ici, il y a quand même que des geysers. Là, ça pète parce que, alors, faut savoir que les cataclysmes sont quand même très souvent au niveau du fluff en rapport avec les ressources présentes. Les geysers, les champignons, ils vont pousser aux endroits où il y a plein de geysers. Les tremblements de terre, ils vont survenir là où on va tirer du vibranium, des cristals et du fer. Et ensuite, après les tornades, c'est là où il y a des zones d'électricité où on pourra récolter de l'électricité. Donc c'est quand même beaucoup en rapport. Mais quand on protège toute la tuile. D'accord. Donc même s'il y a des adversaires présents dessus avec leur bâtiment, ils sont protégés sur toute la tuile. Ah d'accord, ok. Et pour se protéger, il faut avoir récolté ou acheté du fer, parce que pour se protéger d'un geyser, il faut payer une ressource de fer. Et pour payer, et c'est toi qui payes, et c'est toi qui protèges pour tout le monde. Voilà. Ah, c'est chaud. Donc quand on va se placer sur un endroit, on va essayer de s'y placer bien pour bien se protéger. Exactement pareil, ici on va dépenser une ressource de vibranium, et ici on dépense une ressource d'électricité. Ok. Pour lutter contre les tornades. Donc là, on vient de voir la façon dont le tour se passe, puisque tout est marqué sur le plateau leader, y compris jusqu'aux catastrophes de
chacun des dés, enfin de chacun des fins de tour des joueurs. On va faire ça 12 fois. Ouais, 12 La partie s'arrête au bout de 12. Et on compte les points. On compte les points. Voilà. Et comment on a des points? Chaque bâtiment de production, donc ça va être d'usine, des mines, vont rapporter 2 points de victoire. D'accord, c'est marqué. Donc voilà, ici, les bâtiments de protection, 1 point de victoire. Ok. D'accord. Et chaque 5 pièces d'or, d'accord, rapportera 1 point de victoire. Toutes les 5 pièces d'or. L'objectif est donc… Toutes les 5 méga-crédits, pardon. Tous les 5 méga-crédits, ça apporte 5 points de victoire. Les ressources non vendues en fin valent rien. À savoir, alors c'est des choses qui ont été testées, mais des choses qui ont été débloquées sur la campagne Kickstarter, qui ne sont pas présents là parce que ça c'était les versions de test, mais on a débloqué des bâtiments et des pipelines en fait. Donc ça c'est vraiment, on ne pourra pas le tester là, je n'ai pas le matériel, mais les pipelines en fait, on va connecter des usines entre elles pour pouvoir utiliser le dé de l'usine qui est connectée sur une autre. Donc imaginons, j'ai connecté une usine avec un 2 et un 6, bah, mon usine elle a 6, je veux récolter avec, mais je pourrais récolter avec le 2 d'à côté. Mais en plus, et comme je te dis, les ressources pourront avoir des valeurs à la fin de la partie. Si sur une usine de mycélium, on a connecté une unité de recherche pharmacologique, déjà l'unité de recherche vaut un nombre de points en bâtiment. Et en plus de ça, toutes les ressources que de mycélium, parce qu'on a connecté cette usine avec la recherche, va nous rapporter des points en fin de partie. Donc grosso modo, on a des bâtiments qui sont des sortes de contrats pour la fin de partie, si c'est bien relié, qui permet de transformer ces ressources en points de victoire. Ok, ça y est. Donc ça, ce sera sûrement sous forme d'extension. Parce qu'on ne peut pas non plus mettre tout dans la campagne. Surtout dans la boîte, parce qu'après, ça fait une boîte qui est lourde. C'est celle-là, la boîte. Compliquée. C'est Living Planet. On a fait le tour, me semble-t-il, des règles. Je ne voudrais pas dire de bêtises. C'est pour ça que je me tourne vers Antoine. Mais on verra en jeu. T'inquiète pas, Antoine. Sincèrement, il y a ici des gens qui t'écoutent. Ces gens sont des joueurs professionnels. Bah oui, c'est pour ça. Donc de toute façon, eux, ce qu'ils vont voir, c'est comment ça tourne. Et pour le voir, on va aller du coup à… C'est une planète terrestre plutôt. Donc atterrir. On va aller, On va atterrir, parce que c'est pas à l'unir, c'est pas une lune, c'est une vraie planète. Non. On va donc atterrir sur la planète vivante, puisque mon anglais étant ce qu'il est, Living Planet, c'est comme ça que je le traduis. Oui. On va atterrir donc sur la planète vivante. On vous donne rendez-vous pour la partie de Living Planet. C'est un jeu de Christophe Bollinger. Il est édité par Lumberjack, c'est-à-dire par Monsieur Antoine Roffet ici présent, illustré par Bertrand Benoît et Stéphane Gantiès pour 2 à 4 joueurs. Ça va triturer du ménage, je vous le garantis, à partir de au moins 14 ans et 60 à 90 minutes. J'ai tout dit. Rendez-vous sur la planète vivante. À tout à l'heure.